Ce temps du midi qu'on prend ensemble avec un témoin slash acteur hein, de l'économie circulaire pour parler des succès, des difficultés, des enjeux de certaines filières. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Delphin Druel qui est avec nous pour nous parler d'Underdog et plus particulièrement des enjeux industriels spécifiques au reconditionnement de l'électroménager. Une filière très importante aujourd'hui qui est en train de se structurer, voire j'ai envie de dire de prendre pleine puissance. Donc on verra avec Delphin justement quelles ont été les étapes de cette croissance et on va bientôt démarrer en attendant encore un petit peu que d'autres personnes nous rejoignent. Donc je vous remercie d'être fidèle hein, au format Lunch and Learn. C'est le 27e qu'on fait aujourd'hui. Il y a de nombreuses boîtes très inspirantes de l'économie circulaire qui sont venues nous parler justement de leurs enjeux, de leur business. Et on essaye vraiment de varier hein, les acteurs qui sont invités, à la fois les grands groupes, les petites entreprises, les acteurs associatifs. On se souvient, on a eu Emmaüs qui est venu nous parler. On a eu l'ADEME, que faire de mes objets avec le lancement de la circulaire roulette. On a eu d'autres acteurs de la filière électroménager, notamment Electrodépôt, EasyCash aussi la dernière fois. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la diversité des acteurs qui sont amenés à venir témoigner à l'occasion de ces Lunch and Learn. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est les enjeux industriels du reconditionnement de l'électroménager et on a la chance d'avoir Delphin Druel qui est avec nous aujourd'hui, que je ne vais pas présenter parce que on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec toi, Delphin. Et je vais te poser cette première question. En fait, qui es-tu et surtout pourquoi tu en es là aujourd'hui? Tu es là où tu es chez Underdog. Qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui dans ce poste? Bonjour Elsa, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, moi je m'appelle Delphin, j'ai 39 ans depuis la semaine dernière. Bon Euh, anniversaire. Merci. Comment je suis arrivé là? Mon parcours il est un peu chaotique et un petit peu sur le papier il ressemble à pas grand-chose, mais dans ma tête il était très pertinent depuis que je suis jeune. J'ai créé des boîtes. J'ai créé des boîtes dans l'audiovisuel, dans les projets créatifs. Je faisais des jeux de société pour enfants, etc. Donc j'ai toujours eu une patte un peu créative et en même temps gérer du marketing, des entreprises. Après, j'ai travaillé comme directeur commercial au sein d'un studio de motion design. Ça, c'est quand je suis rentré sur Nantes. Ensuite, je me suis perdu un petit peu dans la crypto. Voilà, toutes ces erreurs. Et là, justement, j'ai eu une sorte d'énorme déclic. J'étais très bien payé à l'époque, mais j'étais pas du tout aligné avec mes valeurs. J'étais désaxé avec ce que j'étais, à qui j'étais et ce que je faisais. Et il me fallait un métier qui avait du sens. Et à ce moment-là, je rencontre Claire Breton et Mathieu, son conjoint, qui sont en train de fonder avec Laura et Léa Underdog et qui me disent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire du contenu et de la brand. Je fais, OK, allons-y, go. Et c'est parti. Et du coup, je suis arrivé premier salarié d'Underdog en 2023, 2023, janvier 2023. Voilà. Incroyable. Et du coup, tu viens de dire la date de création un peu de d'Underdog 2023. Moi, j'ai l'impression qu'Underdog, c'était une boîte déjà très installée, qui était là depuis des années et des années, enfin, voilà, qui avait grandi depuis les années 2010. Et en fait, pas du tout. Underdog, c'est une aventure extrêmement récente et on voit que déjà, bah, cette marque, elle a pris beaucoup de place. Toi, tu es spécialisé justement sur la partie brand, marque d'Underdog, donc on va évidemment aborder tous ces sujets avec toi. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ses La débuts? Genève. Ouais. Ouais, effectivement. En fait, Claire, Léa et Laura sont des anciennes de chez VP, venteprivée.com. Claire était en charge de tout ce qui était refurbishing chez VP. Elle avait déjà créé une boîte par ailleurs dans le e-commerce. Et à ce moment-là, elle voulait se lancer un nouveau défi. Et il y a un chiffre qui les a
estomaqué. C'est le fait qu'il y ait 10 millions d'appareils chaque année qui sont jetés à la benne en France, et appareils gros électroménagers, et qu'il n'y en avait que 1% qui étaient reconditionnés. Donc, dans notre fameuse boucle de l'économie circulaire, il y avait quelque chose qui était un peu cassé, et beaucoup de choses arrivaient sur du recyclage avant de pouvoir donner de la chance à ces appareils qui sont tout à fait réparables. Donc là, elle crée la boîte en l'été 2022. Et on lance vraiment les hostilités avec un site web et de la vente aux clients en mars 2023. Et là, au tout début, on est 7. On a 500 mètres carrés. On est basé à Nantes. On va chercher des machines à la mano avec un camion. On va chercher des offres Le Bon Coin, etc. pour aller sourcer nos premières machines. Et puis finalement, on cadre rapidement les choses. Et effectivement, on n'a que 3 ans. Et maintenant, on est 65. On reconditionne un peu plus de 1000 machines par mois. Et on fera 2000 d'ici la fin de l'année. Donc une vraie histoire d'entrepreneur qui commence dans un garage, quoi. Ah, c'est tout à fait ça. Avant même d'avoir l'entrepôt de 500 mètres carrés, c'était dans le garage de Claire, où les premières machines, elles étaient stockées dans son garage. Donc, le mythe de la boîte de Google créée dans un garage, le nôtre, c'était exactement ça. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'histoires qui commencent comme ça quand même, hein. Exactement. Ok, t'as abordé directement la question du gisement. Euh, et peut-être, je sais que ça, c'est un sujet extrêmement stratégique quand on est une entreprise qui fait du reconditionnement, du réemploi. C'est évidemment d'avoir accès à un gisement. On va en discuter de ce gisement. Il faut qu'il soit de qualité, il faut qu'il soit en volume suffisant, il faut que le flux soit assez régulier. Enfin bref, il y a tout un tas d'enjeux autour de cet accès au gisement. Mais avant ça, j'ai envie de revenir sur ce que tu m'as dit et qui m'a marqué quand on a préparé cet entretien. C'est ce fameux animal à quatre pattes qui est Underdog. Alors je te laisse nous expliquer pourquoi Underdog, peut-être ce nom, et puis surtout comment marche cet animal. Ouais. Alors d'abord le nom, très rapidement, en fait, nous on arrive sur un marché où il y a des énormes acteurs. T'as Fnac Darty, t'as Boulanger, qui sont en fait, la majeure partie du marché, c'est du neuf, il faut le savoir. C'est 96% du marché, c'est du neuf. Et il y a des énormes acteurs. Et du coup, nous, le underdog, c'est un terme sportif qui est le petit qui va réussir, mais qu'on n'attendait pas qu'il va gagner, quoi. C'est un peu le quatrième. Donc nous, on arrive dans un endroit qui est déjà très rempli et très structuré par ces gros acteurs. Donc notre nom, il vient de là. Et ensuite, sur l'animal à quatre pattes, c'est un peu l'allégorie que j'ai de cette boîte depuis pas mal de temps et qui se confirme. On est un animal qui marchons à quatre pattes et chaque patte doit avancer à la même vitesse. Parce que, si on imagine un chien et qu'il y a deux pattes qui vont pas à la même vitesse que les autres, le chien va tomber par terre. Là, c'est exactement pareil. On a du sourcing, c'est-à-dire qu'on doit aller chercher un gisement pour pouvoir réparer. On a de la réparation. Après, on a tout ce qui est opération. Donc, ça va être le nettoyage, la prise en photo, la mise en ligne sur notre site web et sur les marketplaces. Et puis, à la fin, le quatrième, c'est la vente. Et tout ça doit avancer exactement à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on doit, dans notre entrepôt, maintenant, on a 3000 mètres carrés. On a une volumétrie de machine maximum à l'entrée et à la sortie. On essaye de fonctionner beaucoup avec du lean management et du coup, on est en flux tendu. Mais c'est-à-dire que notre sourcing doit être aussi rapide que nos ventes. Nos réparations doivent être aussi rapides que notre sourcing et nos opérations doivent être à la même vitesse. Donc, on a quatre pattes qui vraiment avancent à la même vitesse. Belle image. Je pense qu'on va la retenir, celle-là. Ce qui complexifie beaucoup de choses. Ben oui, oui, et peut-être que justement, on peut rentrer dans le détail un petit peu des difficultés et peut-être des choses que vous avez réussi à craquer pour chacune de ces pattes, pour que justement l'animal avance sur quatre pieds bien stables et bien coordonnés. Donc si tu veux, on peut commencer par le sourcing parce que c'est souvent une question qu'on se pose, c'est comment une boîte assure un sourcing de qualité. Sécurisé quelque part. Dans le réemploi, il y a plusieurs modèles, hein. Il y a l'achat de gisements, il y a la récupération de gisements via des accords avec des éco-organismes ou autres, ou même des distributeurs qui vont faire de la reprise un pour un. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous, vous êtes organisé, si vous avez testé des choses qui ont marché, moins bien marché, enfin... Nous, on est à un niveau où
où on doit tester tout, et on doit parler à tous les acteurs. Donc, quand on arrive en 2023, on ne connaît pas trop le marché et déjà on se dit immédiatement, il ne faut pas qu'on arrive avec nos gros sabots de on est une startup géniale, ça va fonctionner. Non, il y a plein d'acteurs qui sont là depuis très longtemps, qui font bien leur taf, on a besoin de parler avec eux, de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, il y a 10 millions d'appareils qui sont jetés chaque année. Le gâteau, il est immense, immense. On peut se le partager à plusieurs. Il faut juste avoir accès à ça, y avoir accès et faciliter les choses. Nous, on arrive dans cette posture-là. Et en fait, on se rend compte que déjà nos premiers accords sont faits avec Fnac Darty et Boulanger, parce que c'est eux qui ont énormément de machines. Ils savent pas trop quoi en faire, parce qu'il y en a beaucoup trop. À eux deux, ils vendent quasiment 8 millions d'appareils chaque année. Euh, donc, on va parler directement avec eux. Et du coup, le deal, c'est on rachète des pièces, on les reconditionne, on les remet sur notre site et sur leur site web. Et s'ils le revendent sur leur site web, ils ont une commission en plus de vendre avec les marketplaces. Donc, le gisement qu'on leur achète, on retourne en plus dans leurs affaires parce que si ils arrivent à le vendre via leur site web, ils prennent une commission sur la vente. Et Ça, c'est les petite premiers acteurs. précision, vous Ouais. vendez pas en marque blanche. Vous vendez Non, sous votre nom Underdog. ouais, on vend actuellement sous notre nom. Alors après, la marque blanche, c'est aussi quelque chose qui est possible et sur lequel on discute avec eux et on voit comment ça fonctionne. Pour eux, c'est intéressant. Pour nous, ça l'est un petit peu moins. Donc, il faut qu'on trouve un petit peu comment ça peut intéresser tout le monde. Mhm. Pourquoi ça l'est un petit peu moins? C'est que nous, en fait, on est une jeune marque et que le fait d'être en marque blanche, bah, votre marque, elle est invisible. Mhm. Donc, en fait, ça ne soutient pas votre marque d'être en marque blanche. Ça, c'est un premier pain. Par contre, il y a des choses qui peuvent être intéressantes en marque blanche, c'est d'avoir accès à plus de gisements et du coup de donner du travail à nos techniciens et techniciennes. Après, il y a les marques en direct. Après, il y a d'autres acteurs qui peuvent être des grossistes. Il peut y avoir effectivement la reprise un pour un qu'on effectue effectivement auprès de nos clients. Et puis après, on a la collecte directement chez les particuliers. Et ça, il y a des appels d'offres qui peuvent être sur lesquels on peut se positionner et qui permettraient d'avoir un accès, de se rapprocher du gisement. C'est-à-dire on pourrait être en charge de faire le tri et de faire les prédiagnostics, de voir quels appareils sont complètement morts et doivent aller en recyclage et lesquels peuvent être réparés et doivent être ensuite dispatchés vers les différents acteurs. Donc le but, c'est de se rapprocher le plus proche de ce sourcing-là. Et Oui, parce aujourd'hui, que ouais, pardon, parce que non, moi. vous êtes basé à Nantes, donc la collecte un pour un, elle peut peut-être pas, enfin à domicile en tout cas, elle peut pas se faire partout sur le territoire aujourd'hui pour vous. Alors en un pour un, on le fait partout en France D'accord. pour tous nos clients. Et après, on a des hubs avec nos partenaires de transport, avec qui aussi on peut avoir des interactions de sourcing, parce que eux, quand ils ont des litiges de transport, bah, ils se retrouvent avec des machines rayées et cassées, et ils savent pas trop quoi en faire, donc ça peut être aussi des pourvoyeurs de gisements. Mais non, on collecte le un pour un, de toute manière, il est obligatoire et on le fait partout en France pour tous nos clients. Ok. Et enfin, il y a aussi des discussions qui sont intéressantes à avoir avec les recycleurs, qui, eux, en fait, ont des gisements de machines qui, au lieu d'être broyés, pourraient être réparés et peut-être qu'ils pourraient valoriser ces éléments-là. Ok. Bon, donc ça c'est sur le flux. Maintenant, une fois que le flux il arrive chez vous, à Nantes. Ouais. Donc déjà, il a fallu un peu pousser les murs là depuis le garage. Ouais. Il a fallu pousser les murs. Si je reviens juste un complément d'information qui pourrait être pertinent pour après, c'est dans notre métier, il y a des grades différents. Il y a 5 types de grades. En tout cas, nous, on détermine comme 5 types de grades. Le cinquième, c'est celui qui est un déchet, et c'est celui qui nous intéresse le plus. C'est celui dont on essaie de valoriser on essaie de valoriser le mieux. Et ça va jusqu'au grade 1. Le grade 1 étant du déstockage, par exemple, mais qui Hmm. nous intéresse pas trop. Il y a des gens qui font déjà ça. Et puis après, il y a des grades 2, 3 et 4, etc., qui ont en fonction de la qualité de réparation. Donc nous, notre métier, c'est vraiment d'aller chercher ce grade 5 et ce grade 4, ou maximum le grade 5, parce que d'autres acteurs font le grade 1 et 2. Nous, ça ne nous intéresse pas d'aller là-bas. Ça nous arrive d'avoir des stocks de grade 1 et 2, parce que ça peut compléter un manque de travail sur nos techniciens, mais c'est pas du tout notre métier et là où on a envie d'aller en tout cas. Et donc pour répondre à ta question, effectivement, les camions arrivent à l'atelier maintenant à Nantes. On a poussé les murs, on était dans une sorte
de coworking avec des entreprises. Et au fur et à mesure que les entreprises parlaient, et ben, on prenait la place. On avait horreur du vide à ce moment-là. Et donc maintenant, on a l'intégralité du lieu. Et les camions rentrent d'un côté, ils sont prédiagnostiqués pour aller déterminer les machines qui sont en chaos avant même que, et idéalement, il faudrait même pas qu'elles arrivent chez nous en chaos. Et ensuite, il y a les bancs de techniciens. On a 150 bancs pour 25 techniciens qui vont réparer les machines au quotidien. Donc les machines, pour ceux qui connaissent pas, elles sont prédiagnostiquées pour savoir à peu près quelle est la panne. Il y a des choses qui peuvent être faites à l'œil, à l'oreille, etc. Après, elles passent sur les bancs et là, les bancs, un technicien va faire entre, ça fonctionne, ça dépend de la catégorie du modèle, mais entre 25 et 40 points de contrôle pour trouver la panne, diagnostiquer la panne, la réparer, changer toutes les pièces d'usure en intégralité et faire en sorte que la machine soit aussi fonctionnelle que le neuve. Voilà. Et ça, donc on a des frigoristes, on a des personnes qui s'occupent du froid spécifiquement, on a des personnes qui s'occupent du lavage spécifiquement. On a, voilà, tout dans l'atelier est bien séparé. Et là-dessus, une des difficultés dans notre métier, c'est le recrutement des techniciens. Et on a fait des erreurs. En fait, on a cherché à une époque, en 2020, même jusqu'en 2025, début 2025, on cherchait des seniors, des experts. En fait, il y en a très très peu sur le marché. Et donc, on n'arrivait pas trop à les trouver. Donc, on a changé notre fusil d'épaule et maintenant, on prend ce qu'on appelle des PEI, qui sont des personnes qui sont en formation et c'est soutenu par France Travail. Et donc, on les forme chez nous pendant 3 à 6 mois pour ensuite devenir des techniciens qui restent chez nous. Voilà. Et ça, maintenant, on en trouve beaucoup plus facilement. C'est super intéressant parce qu'on va chercher des profils qui sont vraiment différents, mais en fait, on va chercher des personnes qui sont débrouillards, qui ont envie de travailler. On a recruté des anciens développeurs, des anciens horlogers, des anciens cuisiniers, etc., qui adorent le métier qu'ils font parce que c'est un métier manuel et le retour du métier manuel est, est très cool. Et les gens aiment bien ces métiers-là. Et vous n'avez pas un turnover très fort. Enfin, les gens restent. Une fois qu'ils sont rentrés chez Underdog, ils y restent. Ouais, chez les techniciens, on a un turnover qui est extraordinairement faible et dont on est très fier. Et pourquoi? Parce que déjà, on est dans une boîte qui est une boîte à impact, qui fait du reconditionné, donc qui a des belles valeurs et qui essaye quand même d'améliorer un petit peu le monde. On oublie de temps en temps, mais on essaye d'améliorer le monde. De faire en sorte que quand une machine est achetée chez nous, c'est une machine qui n'a pas été produite en Chine et qui n'a pas extrait 2 tonnes de matières premières du sol, qui n'a pas voyagé par avion, bateau, etc. Donc, on fait quelque chose de bien. Et du coup, quand tu travailles dans une boîte comme ça, tu as la satisfaction de venir travailler le matin. Euh, et, euh, et puis après, il y a une culture d'entreprise probablement qui doit être, doit pas trop être mauvaise pour que les gens restent. Je pense. En tout cas, moi, je suis convaincue. Bon, donc ça, c'est surtout toute la partie réparation. Et donc, c'est la deuxième jambe hein, cet animal. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a réparé, que la machine est fonctionnelle, j'imagine qu'elle a été testée, que les pièces d'usure ont été changées, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc là, la machine est 100% fonctionnelle, mais déjà, elle peut être sale. Elle peut avoir été, elle a voyagé, donc elle a pu avoir de la poussière. Il peut y avoir, elle a pu avoir déjà été utilisée, donc elle peut avoir des odeurs ou des choses dans le genre. Et là, ça passe dans les petites mains des opérateurs et opératrices qui vont les nettoyer de fond en comble avec antibactériens, etc. Et du coup, elles sortent, elles sont vraiment comme neuves, elles sont bonnes, elles sont nickel, à la loupe et à la lumière, elles sont tout à fait checkées. Ensuite, elles passent sur un stand photo où là, on les prend sous toutes les coutures, à minima 3 faces, face avant et sur les faces de côté. Et puis après, on vient prendre des photos de proximité s'il y a des plus grosses rayures ou des impacts. On vient prendre les intérieurs, etc. pour que quand une personne arrive sur le site, dans dog.shop, il puisse voir l'intégralité du produit, qu'il n'y ait aucun doute sur l'aspect esthétique. C'est-à-dire que l'aspect fonctionnel est 100% performant. Il n'y a aucun souci.
mais il peut y avoir des défauts esthétiques. Ces défauts esthétiques ça peut être des rayures, ça peut être des pocs, qui peuvent être sur le côté, qui peuvent être sur l'avant, qui peuvent être à différents endroits. Et donc ça, on doit bien l'expliciter à nos clients, pour pas qu'il y ait de mécontenus. Donc là, c'est ouais, stand de photo. Ensuite, c'est tout ça, ça crée des fiches produits qui sont sur notre site. Et puis les machines sont ensuite stockées bien au chaud sur des racks, mais pas trop longtemps. En moyenne, elles restent 4 à 7 jours dans notre entrepôt avant d'être Ouais. vendues quelque part en France. Parce que comme ce que Ah je oui. disais, c'est toutes les machines qui rentrent, nous, à la vente, il faut qu'on les fasse sortir quasiment à la même vitesse. Donc on peut avoir entre 700 et 800 machines de stock, mais ce stock, il doit tourner très très rapidement. Donc, Et donc, une des grosses différences avec un distributeur de neuf, c'est que vous n'avez pas de série. C'est de la vente non, à l'unité, même bah, ouais, voilà, la petite rayure, le petit POC, comme il faut le montrer, c'est chaque produit est vraiment unique et donc il ouais, y a un traitement à l'unité de la machine. Ouais. c'est ça. C'est des pièces uniques. Alors, des fois, on peut avoir des modèles qui reviennent, Mm. des grands modèles qui sont de nos best-sellers, etc., qui reviennent. Sur le site, il est jamais en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire que si on a, disons, un lave-linge LG de tel modèle et qu'il est en excellent état, il n'y en aura pas deux en excellent état sur notre site. Il sera mis dans une sorte de file d'attente. Dès que le premier sera vendu, le deuxième prendra sa place. Ce qui permet de D'accord. pas trop surcharger le site. Là, on doit avoir, je sais plus, 600 ou 700 produits sur le site, sur 9 catégories de produits. Donc, ouais, la difficulté du jeu, c'est qu'effectivement, on n'a que des références uniques. Mm. Ce qui est, pour moi, de mon côté, niveau contenu et niveau structure du site web, un enfer, mais qui a aussi ce petit côté intéressant, c'est que chaque machine a son histoire. Et, euh, Mais et oui, chaque machine est vraiment unique. le charme du métier. C'est ça. Le charme limité d'avoir des références uniques. Ouais. Mm. Et justement, bah, on arrive à cette quatrième patte, donc qui est la vente, et Ouais. aussi bah, tout ce qui va autour de la vente, donc toutes les techniques marketing. Je ne sais pas si certains ont noté qu'il y a quelques mois, Underdog a complètement changé d'identité visuelle, mais j'imagine qu'il y a une raison derrière ça, cette transformation de votre identité et ce nouveau discours client. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur votre manière de distribuer aussi, qui est différente Ouais. de vos concurrents neufs. Ouais. Et je pense que ça va de pair avec, je peux voir passer une question sur la logistique. Donc nous, quand on vend sur le site, en règle générale, les produits sont 32% moins chers que le neuf. Ça va de 60 à 19 en fonction des états et des grades. On livre en 24 heures, et sous différents formats. Il y a en bas de chez vous ou dans la pièce de votre choix, avec installation, avec reprise, etc. Et du coup, on a différents transporteurs qui vont, en fonction des différentes typologies de livraison, qui vont être activés. Donc, tous les jours, on a on vend 50, 60 machines par jour. Donc, tous les jours, on a des camions qui passent en début d'après-midi et récupérer les commandes qu'on a préparées dans la matinée, qui sont envoyées sur des hubs et qui sont ensuite livrées via nos transporteurs. Et pour les transporteurs, en toute transparence, on a un transporteur qui s'appelle Vir et un autre qui s'appelle Geodis, qui sont les plus gros acteurs en France. La complexité, c'est qu'on est sur des produits qui sont lourds. On est en moyenne à 80 kilos par machine. Donc on est sur des produits lourds, on est des fois sur des frigos américains qui pèsent 120, 130 kilos. Et que quand il faut le livrer au quatrième étage d'un immeuble parisien, ça peut avoir sa complexité. Voilà le niveau logistique. Et effectivement, côté vente, je dirais que c'est quasiment le levier le plus simple. C'est-à-dire que nous, on va actionner des boutons qui va être des budgets marketing sur Google Ads. Ils vont être, pour moi, de mon côté, je m'occupe de la partie SEO, donc c'est comment bien se positionner sur Google sur les mots-clés de lave-linge reconditionné, lave-linge, etc. Donc créer des pages, créer du maillage, créer des contenus sur le site, etc. pour faire parler de la marque. Mais qu'en gros, on a pas mal d'éléments entre nos mains pour accélérer ou rendre un peu plus lente nos ventes. On peut jouer sur les prix, on peut jouer sur des offres promotionnelles, on peut jouer sur des budgets marketing qui augmentent si besoin. Donc en fait, nous, on s'adapte plutôt à ce qui va rentrer et on essaye de vendre exactement ce qui est rentré. Par contre, on a
énormément de data. Ce qu'on voit pas, c'est qu'on est une entreprise tech et on a énormément de tech. Donc, on sait exactement ce qu'on vend, à combien on l'a acheté, à combien on va le vendre, à quelle vélocité, qu'est-ce qui s'est passé sur la machine, etc. Donc, maintenant, on a une connaissance data sur les plus de 17 ou 18 000 produits qu'on a vendus, qui nous permet de savoir, avant même qu'une machine arrive chez nous, si on va être en capacité de la vendre rapidement ou pas et à bon prix. Et du coup, cette information-là, on peut la remonter au niveau du sourcing, et ça fait un peu la boucle chez nous, et dire au sourcing, bah, ces lots-là, ils nous intéressent parce que nous, on sait qu'on va les vendre rapidement et bien. Donc, on a toutes les semaines des réunions entre la production, la vente et le sourcing pour se coordonner sur les stocks qui vont rentrer, ceux qui nous intéressent, nous, côté marketing et côté vente. Euh, voilà, tout ça avec beaucoup, beaucoup de data. Est-ce que tu peux dire un mot sur le renouvellement de votre identité visuelle? Pourquoi vous avez fait ces choix? Ouais. Alors, quand en 2023 on lance la marque, on a besoin de se positionner comme un acteur sérieux, professionnel, et donc on a un choix de couleurs qui est assez industriel. C'est du rouge, c'est du noir, c'est du beige, c'est des photos de techniciens qui travaillent sur des machines qui sont ouvertes, mais au moins on voit les techniciens travailler, parce qu'on a besoin de réassurer notamment des institutionnels, des investisseurs, des partenaires, des prestataires, etc. Donc on a cette image-là qui sert ça. Mais au bout de 3 ans, en fait, ce travail-là, il est fait. Bon, on nous connaît, on a parlé à tout le monde, on connaît tout le monde, on peut discuter avec tout le monde. Donc on n'a plus besoin d'avoir cette marque très industrielle qui pouvait être perçue auprès de nos clients comme même un petit peu anxiogène. Et en fait, en début 2025, on fait une très très grosse recherche, on interviewe beaucoup, beaucoup de personnes, on plus de 200 personnes sur comment ils perçoivent notre marque, comment ils perçoivent notre site web. On a plus de 1500 verbatim qu'on va analyser, etc. Et ce qu'il en ressort, c'est que notre marque, elle fait un petit peu peur. Et ça, pour un marketeur, ça fait pas du bien. Donc là, on se dit, il faut qu'on change la marque et il faut qu'on soit beaucoup plus orienté sur nos consommateurs pour que le consommateur se projette dans son acte d'achat, se projette dans sa machine qui est dans sa cuisine, dans sa buanderie, et elle va voir tous les jours son lave-linge. Donc on a besoin que le client se projette là-dedans, que ce soit beaucoup plus sympathique, beaucoup plus joyeux. Et c'est là où on décide de changer la marque. Et c'est un travail qui commence en avril et qui se termine en octobre-novembre. Voilà. Donc ce qu'on voit pas, c'est pas juste un changement de couleur, mais c'est aussi un changement de ton de marque, c'est un changement on réaligne nos valeurs, on retravaille effectivement la colorimétrie, la charte graphique, les éléments de photographie, etc. Et tout ça, on essaie de le changer en activant du jour au lendemain sur nos plus de 100 points de contact parce on a 65 emails qui parlent à nos clients, on a des conversations sur WhatsApp, on a des packaging, on a des vêtements. Là, vous voyez, j'ai un ancien branding d'ailleurs. Les vêtements arrivent bientôt. Mais on essaie de tout changer le même jour pour que le site web, tout soit changé le même jour et que tous nos points de contact clients soient changés le même jour. Et donc, on ne peut que vous encourager à aller voir justement cette nouvelle identité colorée sur votre site. Bon, ben, je pense qu'on a bien fait le tour des quatre pattes. Alors, je te propose qu'on prenne des questions des participants qui ont été nombreuses dans le chat. Il y en a une avec laquelle j'aimerais commencer, c'est est-ce que le marché de l'électroménager reconditionné, c'est un marché de niche ou pas? Commençons avec la question qui fâche. C'est la question qui fâche. C'est la question sur laquelle on va communiquer dans pas trop longtemps. 96% des gens achètent du neuf. 96% des Français achètent du neuf. Donc on est toujours un marché de niche. Mais c'est pas parce qu'on est un marché de niche qu'on ne doit pas, répondre à ces 4% de personnes qui veulent acheter du reconditionné, et deux, faire grossir ce chiffre. Pourquoi dans l'électroménager, on serait qu'à 1, 2, 3% de reconditionné, et pourquoi dans les voitures, on serait quasiment à 50%, dans la téléphonie, on est quasiment à 25%, dans les vêtements, on est quasiment à 30%. Voilà, il y avait pas d'acteurs, il y a des acteurs qui sont là historiquement, mais qui n'ont pas réussi à démocratiser finalement cet accès.
Et nous, on va essayer de le faire. On va se battre en tout cas pour ça. Voilà. Du coup, je pense que tu réponds un peu à une discussion aussi qu'il y a eu entre des participants sur le site. Quelle est la différence avec ce que fait Emmaüs? Donc Emmaüs, c'est plutôt sur du réemploi, pas trop du reconditionnement. Par contre, il y a le réseau Envie qui, eux, font du reconditionnement. Donc, c'est effectivement, acteur historique de l'ESS. Ouais. Mais du coup, tu as donné un élément de réponse. Vous n'êtes pas positionné sur le même créneau, notamment en termes de Ouais. marché Alors, national, d'audience. on est tout à fait complémentaires avec Envie, par exemple, avec qui on a de bonnes relations, avec qui on discute très fréquemment et on a des partenariats qui se créent. Euh, Nous, ce qu'on dit toujours, c'est que le gâteau, il peut grossir. Et qu'en fait, on n'est pas en train de se partager le gâteau à taille équivalente et d'essayer de se battre. On peut faire grossir le gâteau et que chacun ait encore plus de machines à reconditionner. Donc nous, on est toujours dans cette volonté-là. L'autre chose qu'on a, c'est qu'on a une culture quand même start-up et que surtout les outils technologiques, tous les outils tech qui peuvent être sur de la vente, sur de la data, sur nous on a beaucoup d'algorithmes qui viennent calibrer nos machines en atelier, on sait combien de minutes elles passent sur chaque moment dans l'atelier, si c'est une machine qui a un fort potentiel chez nous ou pas, elles sont priorisées chez nous. Il peut y avoir des outils aussi tech sur des outils de prédiagnostic ou de diagnostic, sur des lectures de plaques, etc. Et ça, c'est quelque chose on a des personnes dans la côté bureau qui sont assez costauds sur ces éléments-là et c'est des savoirs qu'on peut partager ensuite à tout l'écosystème. Et donc, nous, on essaie toujours d'être sur comment on peut, avec tout l'écosystème, toutes les parties prenantes, les gens qui ont le jugement, les gens qui vont faire la vente, les gens qui vont réparer, comment on peut travailler en bonne intelligence. Justement, tu viens de le redire, vous êtes une entreprise tech, data. Donc, il y a des questions sur les data, justement. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que, par exemple, vous arrivez à extraire de vos data des cas de panne très réguliers que vous pourriez éventuellement faire remonter aux constructeurs, enfin fabricants? Ouais, Et peut-être travailler sur des leviers d'éco-conception sur certaines machines. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? ouais. Alors, nous, on a la data effectivement sur toutes les pannes et notamment aussi, on a une data qui est intéressante, c'est qu'on a des fois, on a des pannes de mise en service. Ça arrive, comme le neuf. Hein. On va installer une machine chez un client et puis la machine, elle ne marche pas. Ça arrive. Et c'est exactement comme le neuf. Et du coup, quand on a cette machine qui va revenir chez nous, on a effectivement la data de la panne venait de là, etc. Nous, ce qui nous permet d'améliorer le travail de nos techniciens, parce qu'une fois qu'on voit des patterns sur, en fait, on a X lave-linge qui ont à peu près le même problème, bah, il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant sur cette panne, par exemple, pour les lave. Ça, c'est une chose. Et l'autre élément de réponse, c'est effectivement, on a beaucoup de données sur quelles sont les meilleures marques, celles qui sont les plus réparables. Effectivement, celles qui sont les plus facilement réparables, celles auxquelles on a accès le plus facilement aux pièces détachées, et sur lesquelles on dépanne, sur lesquelles on va facilement réparer, d'autres sur celles qui sont plus difficilement réparables, et également sur les marques on va dire, qui jouent le jeu de la réparabilité. Il y en a d'autres qui jouent moins le jeu de la réparabilité, avec des choses dans la conception où c'est pas très bien fait. Par contre, remonter cette donnée-là aux marques, c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que nous, déjà, on est des tout petits jeunes, on est une petite marque, hein, on a 3 ans. On est souvent sur des marques qui sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus établies. Et aujourd'hui, on veut créer des partenariats avec ces marques. On veut créer des partenariats notamment d'accès au gisement, etc. Donc en fait, remonter ces informations-là, c'est intéressant. Si elles nous le demandent, on est en mesure de leur donner et ça peut être pertinent. Mais je pense que les constructeurs sont très au fait de comment ils construisent leurs machines et qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous pour améliorer la réparabilité de leurs appareils. Hmm, ok. Et justement, sur les pièces d'usure, est-ce que vous avez un accès facile aux pièces détachées? Ouais, on travaille avec plusieurs prestataires et des marques aussi en direct. Et on travaille principalement avec Aswo, qui a accès à deux typologies de pièces qui peuvent être des pièces, par exemple, directement fabricants ou des pièces d'occasion certifiées. Voilà. Donc, on n'a pas trop de problèmes à accéder aux pièces. On est livré tous les jours. On est livré en 24-48 heures sur des pièces. Euh, donc voilà, la seule problématique, c'est le coût des pièces. C'est que des fois, on a des appareils qui sont réparables
Et en fait, nous, on est une entreprise, on doit quand même essayer d'avoir un petit pécule à la fin après avoir généré une vente, ce qui n'est pas encore le cas. Mais il y a des pièces qui coûtent terriblement cher. Et en fait, on se retrouve avec des appareils qui sont techniquement réparables, mais où en fait, ça serait un non-sens économique de la réparer. Ce qui est probablement la chose la plus terrible pour nous. Parce Et vous en que faites quoi du coup? bah, ça va soit passer en recyclage, soit ça va être fourni à d'autres personnes, comme des ESS, qui peuvent, eux, passer un petit peu plus de temps dessus et qui ont moins de Ok, logique financière que nous, où on a un petit peu plus de logique financière. ok. Je prends des questions un peu comme ça, donc on va sauter d'un sujet à un autre, mais plutôt là sur la partie client. Est-ce que tu vois depuis le début d'Underdog une évolution dans le profil de tes clients et est-ce que vous avez, enfin j'imagine que vous avez travaillé sur pour lever certains freins comportementaux que qu'on peut avoir. Tu disais ben bien montrer peut-être les problèmes esthétiques qu'il peut y avoir sur un objet. J'imagine que c'est un des freins qu'il pouvait y avoir au début. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais. Alors nous, on est sur des clients sur toute la France, 50% hommes, 50% femmes, 30% à Paris, 10% à peu près sur la région nantaise et le reste en France. C'est un petit peu pour voir la démographie de nos clients. On est sur des clients qui ont plus de 35 ans, ouais, 30-35 ans, et ça va jusqu'à 55-60 ans. On a assez peu de jeunes parce que on pense qu'en fait les jeunes vont s'équiper encore moins cher s'ils doivent s'équiper et qui du coup ils vont plutôt aller sur l'occasion, sur du bon coin et des machines à 80, 120 euros qui sont pas certifiées, qui sont pas réparées, etc. Mais ils ont une logique de financière. Et après, notre métier est effectivement difficile, c'est-à-dire qu'on doit vendre comme le neuf, c'est-à-dire qu'on doit avoir les mêmes services que le neuf. On doit être mieux disant même si possible que le neuf. Donc on doit livrer en 24 heures, on doit avoir la garantie 2 ans, on doit être 100% fonctionnel, etc. On doit avoir une marque aussi puissante que les grosses, etc. Donc on doit être au niveau du neuf. Par contre, on doit faire un extra mile parce qu'on doit convaincre que la machine elle est 100% fonctionnelle. Donc on doit rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas plus de panne que sur des machines du neuf, qu'elles vont repartir pour 10 ans, qu'on peut livrer rapidement. On sait, nous, que 50% de nos clients achètent suite à une panne. Et que du coup, quand on a une panne, et qu'on a une famille, qu'on a 3 enfants, qu'on a un lave-linge qui est cassé, on sait qu'on doit le changer rapidement parce que les couches et les vêtements des enfants vont se cumuler très rapidement. Donc en fait, on est sur des achats où à la fois les personnes vont sur les sites internet pour comparer, parce que c'est quand même des achats qui sont autour de 450 euros, c'est pas rien. Et que quand on peut économiser 30%, donc autour de 180 euros, c'est pas intéressant de venir chez nous. Euh, mais ils doivent prendre une décision rapidement quand même, parce qu'ils ont besoin d'avoir la machine dans les jours qui viennent. Donc on doit répondre à cette anxiété, parce qu'on est sur un acte d'achat où c'est quelqu'un qui subit une panne et qui du coup est dans quelque chose de négatif. On ne change pas un lave-vaisselle pour le fun de changer un lave-vaisselle. Et en même temps, il faut être meilleur que le neuf, quoi. Ouais. Ok. Tu me disais aussi que les machines que vous vendez, en général, elles sont plus fiables que le neuf. Je fais le lien avec une autre question dans le chat qui demande si vous avez, si vous pouvez améliorer la classe énergétique d'une machine quand vous intervenez dessus. Euh, non. Alors, c'est une bonne question. On n'y a jamais pensé, mais en tout cas, nous, on le fait pas. C'est-à-dire qu'on change pas la catégorie, on change pas ces éléments-là. On change aux pièces équivalentes. Donc, on n'améliore pas la machine. Techniquement, est-ce que ce serait possible? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Mais elle pourrait être pertinente de la demander à mes techniciens si on pouvait faire gagner des classes énergétiques. Ce serait intéressant. Et pourquoi tu dis que du coup vos machines sont plus fiables que celles vendues neuves? Ça peut Bah, surprendre quand même comme formule. ouais, mais en fait, on a des mêmes taux de PMS et une machine, quand elle a été fabriquée sur une ligne de production, il peut y avoir une erreur qui a été faite sur une ligne de production et en fait, toutes les machines qui vont sortir de la ligne de production vont avoir l'erreur. Nous, chaque machine, elle passe entre nos techniciens et elle est testée, retestée, retestée 3 fois. Toutes les positions ont été changées, etc. Et il y a quelqu'un qui a passé 2 à 3, 4 heures sur la machine
pour la réparer. Donc, quand on sort de chez nous, on est quasiment sûr qu'elle fonctionne. Mm. Super, merci pour toutes ces précisions. Du coup, j'essaye de voir qu'il y a plein de questions malheureusement que j'ai pas traitées, donc j'essaye de regrouper les sujets, de faire euh, une question qui sort un peu de notre sujet, mais qui, à mon avis, est intéressante. C'est tu l'as dit en introduction, vous êtes une entreprise à impact. Est-ce que vous avez une politique particulière sur vos grilles de salaire, une espèce de transparence dans la gouvernance, parce que vous n'êtes pas ESS, si je me trompe pas. Non, pas Donc, ESS. comment enfin voilà, sans vous affilier au mouvement ESS, comment vous gérez cette partie peut-être sociale, Ouais, impact sur ouais. en interne? Il y a plusieurs choses. En RSE, on va avoir, il y a une partie environnementale où on va retraiter l'eau, retraiter nos déchets, etc. avec des partenaires. Bon, c'est un petit peu la base. Mais après, sur les grilles salariales, on a des grilles salariales très précises et évolutives en fonction des compétences, en fonction des résultats de chacun. Je suis moins expert de la partie RH. On a un directeur RH qui est là-dessus. Mais effectivement, c'est des choses qu'on calcule. On sait qu'on doit être un petit peu mieux disant sur les salaires que nos gros concurrents parce que il faut pouvoir attirer des compétences. Et après, on a on n'a pas une parité homme-femme, je crois, mais on s'en rapproche. On essaie toujours d'avoir cette vigilance-là. Les trois cofondatrices sont des femmes. Donc, c'est quelque chose dont on a une grosse vigilance. Et juste avant là, le lunch, on avait ce qu'on appelle des full teams. Donc, on réunit une fois par mois l'intégralité de tous les salariés dans la salle. On mange des pizzas. C'est pour ça que j'ai pas mangé pendant notre call, c'est que je mangeais des pizzas juste avant. Et où on parle de tous les chiffres en toute transparence de toute la boîte. Donc, sur le sourcing, là, c'est un focus sur le sourcing. On parle des chiffres de vente, on parle des chiffres de réparation, on parle de où on veut aller dans le prochain mois et dans les 3 prochains mois, tous les mois, en toute transparence, avec l'intégralité de nos salariés et également les choses qui sont plus difficiles. Et, euh, et en fait, il faut comprendre qu'on est un tout petit acteur, et qu'on a besoin d'arriver à ce seuil de rentabilité pour pouvoir perdurer et être périn. C'est ce qu'on essaie voilà, de communiquer à chaque fois. On n'est pas encore à ce moment où on arrive à être ultra serein et on va tenir pendant les 20 prochaines années. Donc, il faut qu'on arrive à trouver ce point d'équilibre dans les prochains mois et prochaines années. Du coup, peut-être justement pour finir, qu'est-ce qu'il vous faut si tu avais une baguette magique, tu vois, si tu pouvais faire passer des lois au Parlement, si tu pouvais, voilà, si tu pouvais changer quelques paramètres du paradigme dans lequel on est aujourd'hui, quel serait-il et c'est quoi ta vision à 5 ans, 10 ans du projet? Ouais. Euh, c'est plutôt clair qu'il pourrait parler de ça, mais moi, en tout cas, de ce que je vois, ça serait d'avoir une très très grande table ronde où on pourrait réunir l'intégralité des acteurs autour de cette table et discuter et prendre beaucoup de temps pour discuter. Et comment, en fait, on est sur un secteur où on peut forcément aller dans le bon sens. C'est logique de réparer des matériaux qui sont voués à être enfouis ou à être broyés. Et c'est des questions de bon sens. Et du coup, on a juste besoin de réunir l'intégralité des acteurs, que ce soit des acteurs politiques, locaux ou nationaux, des acteurs sur le gisement, des acteurs sur la vente, des distributeurs, et de discuter et en bonne intelligence et en transparence et de comprendre quels sont les besoins de tout le monde. Et en fait, on va se rendre compte que ces besoins s'alignent. Et on a juste besoin de travailler encore pour bien écouter tout le monde et travailler dans ce bon sens où, encore une fois, on fasse grossir cette part du reconditionné. Et cette table, elle n'existe pas? C'est plein de petites tables. C'est plein de petites tables, on va dire. Donc c'est plein de discussions individuelles et il n'y a pas encore cette énorme table où on arrive tous à discuter. Il y a plein d'initiatives. Il y a les mouvements Impact France, il y a ce que vous faites vous, il y a plein d'initiatives. Euh, il y a des actions de lobby, il y a des gros acteurs qui font des actions de lobby au niveau national, etc., au niveau de la politique. Euh, mais il y a besoin encore de travailler cette homogénéité de nos actions et de nos discussions. Et,
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec des acteurs, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous. C'est bien normal. Mais il y a toujours des points où on peut trouver des synergies. Et c'est comprendre leurs besoins, comprendre nos besoins, et puis se dire, bah, OK, est-ce qu'il y a un truc qui peut être au milieu, qui peut être intéressant et qui crée de la valeur pour tout le monde. Nous, c'est ce qu'on essaye toujours de chercher. Bon, bah voilà, en conclusion de l'histoire, hein, la communication dans toute relation, c'est la clé. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Delphin pour ton temps, pour ton partage d'expérience, d'expertise, pour nous avoir un peu soulevé le capot justement d'Underdog et montrer, enfin, nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne chez vous et en toute transparence. Donc c'est toujours super agréable d'avoir un témoignage comme le tien. Je te remercie beaucoup. Tu vois tous les petits pouces et tous les petits Ouais, applaudissements merci à qui tous. Très pop-up de cool. partout. Donc vraiment, merci pour tout. Et évidemment, bah, avec la fresque de l'économie circulaire, notre but, c'est de mettre en avant tous les acteurs de cette économie, de montrer toutes ces alternatives qui existent et qui, évidemment, seront bientôt la norme. Mais on y travaille tous. Donc, Super. merci à toi, Delphin, et merci à vous tous d'avoir été là. Bonne Merci à fin de toi et journée. merci à tous.